Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 54. Rose du désert, la Catin. Konya, janvier 1246. Brimée dans presque tous les actes de la vie depuis le scandale que j'ai causé à la mosquée, je suis interdite de sortie à tout jamais. La patronne ne me laisse plus aller nulle part, mais cela ne me dérange pas. En vérité, je ne ressens plus grand-chose ces derniers temps. Chaque matin, le visage qui m'accueille dans le miroir est un peu plus pâle. Je ne peigne plus mes cheveux, je ne me pince plus les joues pour les faire rougir. Les autres filles ne cessent de se plaindre de mon apparence négligée. Elles prétendent que ça repousse les clients, elles ont peut-être raison. C'est pour ça que j'ai été assez surprise l'autre jour quand on m'a dit qu'un client insistait pour me voir. Horrifiée, j'ai découvert qu'il s'agissait de Baybars. Dès que nous avons été seuls dans la pièce, je lui ai demandé « Que fait ici un agent de sécurité comme vous ?» « Ma venue dans un bordel n'est pas plus bizarre que celle d'une catin dans une mosquée, » a-t-il rétorqué d'une voix lourde de sous-entendu. « Je suis certaine que vous auriez adoré me lyncher ce jour-là. Je dois ma vie à Shams de Tabriz. Ne prononce pas ce nom révoltant. Ce type est un hérétique. » Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis entendue répliquer « Non, pas du tout. Depuis ce jour, Shams de Tabriz est souvent venu me voir. »« Ah, un derviche dans un bordel, » a gloussé Baybars. « Pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas ?»« Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Pas du tout. » Je ne l'avais jamais dit à personne auparavant, et je ne sais pas du tout pourquoi je me confiais soudain à Baybars, mais Shams était venu me voir chaque semaine ces derniers mois. Comment il réussissait à entrer sans être vu des autres, et surtout pas de la patronne, je ne parvenais pas à le comprendre. Tout le monde aurait conclu qu'il cédait de magie noire, mais je savais que ce n'était pas le cas. Shams était un homme bon, un homme de foi, et il avait des talents particuliers. À part ma mère dans ma petite enfance, Shams était la seule personne qui me traitait avec une compassion inconditionnelle. Il m'apprenait à ne pas me décourager quoi qu'il arrive. Chaque fois que je lui disais qu'une personne comme moi n'avait aucune chance de faire oublier son passé, il me rappelait une de ses règles. Le passé est une interprétation. L'avenir est une illusion. Le monde ne passe pas à travers le temps comme s'il était une ligne droite allant du passé à l'avenir. Non. Le temps progresse à travers nous, en nous, en spirale sans fin. L'éternité ne signifie pas le temps infini, mais simplement l'absence de temps. Si tu veux faire l'expérience de l'illumination éternelle, ignore le passé et l'avenir. Concentre ton esprit et reste dans le moment présent. Shams me dit toujours, tu vois, le moment présent, c'est tout ce qui est et tout ce qui sera jamais. Quand tu intégreras cette vérité, tu n'auras plus jamais rien à craindre. Tu pourras alors sortir pour de bon de ce bordel. Baybars scrutait mon visage. Pendant qu'il me regardait, son œil droit partait sur le côté. J'avais l'impression qu'une autre personne était dans la pièce avec nous. Quelqu'un que je ne pouvais voir, ça m'a fait peur. Comprenant qu'il valait mieux ne plus parler de Shams, je lui ai servi un pichet de bière qu'il a bu en toute hâte. « Voyons, quelle est ta spécialité ?» demanda Baybars après sa deuxième bière. « Est-ce que chacune de vous n'a pas un talent particulier ? Est-ce que tu sais faire la danse du ventre ?» Je lui ai dit que je n'avais pas de tel talent et que tous les dons que je possédais dans le passé avaient disparu depuis que je souffrais d'une maladie inconnue. La patronne m'aurait tuée si elle m'avait entendu dire ce genre de choses à un client, mais je m'en moquais. En vérité,
J'espérais secrètement que Baybars passerait la nuit avec une autre fille. J'ai donc été bien déçue quand Baybars a haussé les épaules et dit qu'il s'en moquait. Puis il a sorti un pochon dont il a déversé dans sa paume une substance brune qu'il a jetée dans sa bouche. Pendant qu'il mâchait lentement, il m'a demandé « Tu en veux ?» J'ai secoué la tête. Je savais ce que c'était. « Tu ne sais pas ce que tu rates », a-t-il dit avec un mauvais sourire. Il s'est allongé sur le lit, quittant son corps pour sombrer dans la stupeur du cannabis. Ce soir-là, rendu loquace par la bière et le cannabis, Baybars s'est vanté des choses terribles qu'il avait vues sur les champs de bataille. Gengis Khan avait beau être mort et sa chair décomposée, son fantôme accompagnait toujours les armées mongoles d'après lui. Conduits par ce fantôme, les soldats mongols attaquaient des caravanes, pillaient des villages et massacraient hommes et femmes. Il m'a parlé du voile de silence, aussi doux et paisible qu'une couverture une nuit froide d'hiver, qui descendait sur le champ de bataille après que des centaines d'hommes avaient été tués et blessés, que des dizaines d'autres étaient sur le point de lâcher leur dernier soupir. Le silence qui suit un grand désastre est le son le plus paisible qu'on peut entendre à la surface de cette terre, a-t-il dit de sa voix pâteuse. Ça a l'air tellement triste, ai-je murmuré. Soudain, il n'avait plus de mots en lui. Il n'y avait plus rien dont il vous pouvait parler. Il m'a saisi par le bras et m'a jeté sur le lit en me retirant ma robe. Il avait les yeux injectés de sang, la voix rauque, et il dégageait une répugnante odeur mêlée de cannabis, de sueur et de faim. Il m'a pénétré d'une poussée violente et abrasive. J'ai tenté de passer sur le côté et de détendre mes cuisses pour diminuer la douleur, mais il pressait des deux mains sur ma poitrine avec une telle force qu'il m'était impossible de bouger. Il n'a cessé de se balancer d'avant en arrière, longtemps, même après qu'il eut joui en moi comme une marionnette manipulée par des mains invisibles et qu'on ne peut arrêter. Clairement insatisfait, il a continué à bouger avec une telle brutalité que j'ai craint qu'il ne bande à nouveau, mais soudain tout s'est arrêté. Toujours sur moi, il m'a regardé avec une expression de haine pure, comme si le corps qui l'avait excité un moment auparavant à peine le dégoûtait soudain. « Couvre-toi », m'a-t-il ordonné en roulant sur le côté. J'ai mis mon négligé, en le regardant du coin de l'œil, lancer davantage de cannabis dans sa bouche. « À partir de maintenant, je veux que tu sois ma maîtresse », a-t-il déclaré en avançant une mâchoire menaçante. Il n'était pas du tout rare que des clients formulent une telle demande. Je savais comment gérer ces situations délicates. Donner au client la fausse impression que j'adorerais être sa maîtresse et de ne servir que lui, mais que pour que cela arrive, il devrait donner beaucoup d'argent à ma patronne, de quoi la satisfaire. Aujourd'hui pourtant, je n'ai pas eu envie de jouer la comédie. Je ne peux pas être votre maîtresse, ai-je dit. Je vais très bientôt quitter ces lieux. Baybars a pouffé comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il affirmé. Je savais que je ne devais pas me quereller avec lui, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Vous et moi ne sommes pas si différents. Nous avons tous deux fait dans le passé des choses que nous regrettons profondément. Mais vous avez été nommé garde de la sécurité grâce au statut de votre oncle. Je n'ai pas d'oncle pour me soutenir, vous voyez. Le visage de Baybars s'était figé et ses yeux froids et distants jusque-là se sont agrandis de rage. Il s'est jeté en avant et m'a saisi par les cheveux. « J'ai été gentil avec toi, non ?» gronda-t-il. « Pour qui te prends-tu » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais une violente douleur m'a réduite au silence. Baybars m'a frappé au visage et collé contre le mur. Ce n'était pas une première. J'avais déjà été battue et violée par un client. Je suis tombée par terre et Baybars s'est mis à me donner des coups de pied dans les côtes. C'est alors à cet instant même que j'ai fait la plus étrange des expériences. Alors que je me tordais de douleur par terre, mon corps écrasé sous le poids de chaque coup, mon âme
ou ce qui y ressemblait, s'est séparé de mon corps, s'est transformé en cerf-volant, légère, libre. Bientôt je flottais dans l'éther, comme lancé dans le vide paisible où on n'a pas à résister, où on ne doit aller nulle part, juste flotter. Je suis passée au-dessus de champs fraîchement moissonnés, où le vent faisait onduler les foulards des paysannes, et la nuit les lucioles scintillaient çà et là comme des lumières de fées. J'avais l'impression de tomber, mais de tomber vers le haut dans le ciel sans fond. Est-ce que j'étais en train de mourir? Si telle était la mort, elle n'avait rien de terrifiant. Mes inquiétudes ont diminué. Je dégringolais dans un lieu de lumière et de pureté absolue, une zone magique où rien ne pouvait me tirer vers le bas. Soudain, j'ai compris que je vivais ma peur et qu'à ma grande surprise, je n'étais pas effrayée. N'était-ce pas par peur qu'on me fasse du mal que j'avais craint de quitter le bordel depuis tout ce temps? Mon cœur s'épanouit à la pensée que si je pouvais réussir à ne pas craindre la mort, je pourrais quitter ce trou à rats. Shams de Tabriz avait raison. La seule crasse est la crasse intérieure. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé cette autre moi virginale et pénitente, l'air bien plus jeune, sortant du lupanar pour aborder une nouvelle vie. Mon visage aurait été rayonnant de jeunesse et de confiance, si seulement j'avais fait l'expérience de la sécurité et de l'amour dans ma vie. Cette vision était si séduisante et si réelle que, en dépit du sang qui coulait sur mes yeux et de la douleur dans mes côtes, je ne pouvais m'empêcher de sourire.